travail est en train de faire que dans nos églises, les femmes reconnaissent que les hommes, quand ils font quelque chose, ils la font bien et même très bien. Que le Seigneur soit béni. Nous venons d'écouter un brillant exposé du pasteur Robert Yalé sur la Bible et la théorie du Big Bang et sur ces quelques découvertes archéologiques pour confirmer l'autorité de la parole de Dieu. Lorsque je l'écoutais nous exposer ces choses de façon scientifique, brillante et théologique, je suis arrivé à une satisfaction pour me dire, en fait, notre corps pastoral n'est pas un fourre-tout. C'est une composition d'hommes qui ont un bagage intellectuel et qui peuvent se présenter dans n'importe quel cercle des penseurs sur cette planète et avoir quelque chose à dire. Amen. C'est pour dire combien nos assemblées sont privilégiées d'avoir des hommes d'une telle qualité. Le sujet qui m'a été donné, vous l'avez peut-être lu, c'est de vous parler sur le clonage et la fécondation in vitro, les aspects éthiques, moraux et spirituels. Et parler enfin sur si un chrétien peut encourager la recherche d'une vie extraterrestre. C'est un sujet de sciences biologiques actuel, d'actualité. Le sujet que le pasteur Yalé a développé sur la théorie des Big Bang et sur les développements des découvertes scientifiques, c'est un sujet qui a déjà environ 200 ans d'existence. Tandis que ce sujet que nous allons aborder est un sujet très très récent. Pour tout vous dire, les premiers essais réussis du clonage d'un mammifère ont eu lieu en 1998. C'est pour dire que la science, qui est une discipline qui évolue, n'est pas encore arrivée à des conclusions strictes à ce sujet. Et c'est pour dire aussi que les conclusions que nous tirerons, ce sera des conclusions plus ou moins précises. Je dis plus ou moins parce que le sujet n'est pas encore non plus ou moins maîtrisé. Les scientifiques de tous bords continuent à se poser des questions, non seulement sur la continuation avec succès de ces procédés, mais en même temps aussi sur des questions d'ordre éthique et moral. C'est pour dire que je ne voudrais pas que vous attendiez à ce que je donne des grandes précisions comme ce qui nous a été donné tout à l'heure, compte tenu de la fluctuation dans la pensée à ce sujet-là. D'autre part, je suis scientifique plus ou moins dépassé, puisque cela fait... C'est en 1974 que j'ai arrêté mes études de biologie et de chimie
à l'université de Dakar au Sénégal, il y a plus ou moins 30 ans. Et c'est en 1980 que j'ai eu mon diplôme d'ingénieur civil métallurgiste. Et depuis, j'ai été transformé en lecteur de la Bible. N'empêche que les concepts de base restent invariables. Et donc, je vous parlerai avec une certaine réminiscence de ces concepts. J'ai pris un peu de temps pour y travailler. Ce matin, quand je me réveillais, je me suis dit, mais pourquoi chaque fois qu'il y a le 1er mai, mon corps ne répond pas? Et j'ai trouvé la réponse. C'est parce que le 1er mai vient juste après la convention. Or, la convention prend toute mon énergie. C'est pour vous dire aussi que parfois, j'ai des lacunes dans mon système de raisonnement après la convention. Je voudrais vous définir plus ou moins ce que c'est que le clonage et ensuite vous définir plus ou moins ce qu'on appelle la fécondation in vitro. Et ensuite aborder les aspects éthiques, moraux et spirituels de ces deux procédés scientifiques en vogue et qui suscitent pas mal de polémiques. Voici théoriquement comment un clone se fabrique. On prélève n'importe quelle cellule de l'animal à cloner, on récupère son noyau. Tout à l'heure, le pasteur Robert, quand il parlait de l'atome, il parlait du noyau, des protons, des électrons qui gravitent autour de l'atome. Le corps humain, comme tout autre organe de la matière vivante, tire sa composition, a comme élément de base dans sa composition de l'atome, c'est-à-dire que dans cet atome, il y a un noyau. Et vous verrez que le processus de la création commence à partir de l'atome, la création de l'être humain, de l'atome. Cet atome subit un phénomène biologique qu'on appelle la mitose, c'est-à-dire la subdivision en deux parties égales. Le premier atome, nous en avons deux, exactement identiques au premier, et les deux atomes nouvellement créés se redivisent encore et de proche en proche on forme ce qu'on appelle un organe, etc., etc. Donc, le clonage consiste à prélever n'importe quelle cellule de l'animal à cloner. On récupère son noyau et on injecte ce noyau entre la zone pellucide et la membrane de l'ovule énuclé d'une donneuse. C'est-à-dire que il y a donc cet animal et il y a une donneuse et on va à l'intérieur entre le noyau et la membrane et on injecte cette cellule-là. Ces choses sont placées dans un champ électrique. L'ensemble noyau-ovocyte, là c'est vraiment des éléments assez durs. Mais je vais vous expliquer ce que c'est que l'ovocyte. C'est que la femme, l'homme a les spermatozoïdes dans le processus de la création. La femme a les ovules. Lorsque
les spermatozoïdes de l'homme rencontrent l'ovule. Sur des millions de spermatozoïdes et des millions d'ovules, il y a juste un seul qui féconde. Et la cellule fécondée est dans l'ovaire, si vous voulez, de la femme. Et cet ovaire-là, il s'appelle l'ovocyte. Enfin, ovocyte, je vous simplifie les choses. Hein. C'est pour vous dire que le noyau ovocyte, c'est le noyau de la réceptrice, de la membrane, plutôt de la cellule. Ces choses sont placées dans un champ électrique qui va fusionner, puis la cellule se divise pour donner un embryon qui sera ensuite transplanté dans un utérus d'une mère porteuse. Après la gestation, c'est-à-dire que cet embryon qui est dans une mère porteuse grandit, devient un enfant. Donc on parle là du processus de la croissance de l'embryon dans la mère porteuse. Et il y a la gestation, c'est-à-dire l'accouchement. Après la gestation, le nouveau-né sera la copie conforme de l'animal de départ. Alors, pour vous simplifier la chose, c'est que on veut fabriquer une souris. On prélève une souris semblable à la première souris. On prélève donc une cellule de cette souris et on fait passer tout ce que je vous ai expliqué. Et il y a une souris mère qui porte cet embryon. Et la souris qui va naître, elle sera exactement comme la souris de laquelle on a prélevé la cellule. Ça s'appelle le clonage. Alors, ça veut dire en d'autres termes que on va procéder à la fabrication des êtres semblables. Donc, si on réussit à fabriquer une souris par clonage, on retourne soit à la souris de départ ou à la souris clonée, on en fabrique une deuxième, une troisième, une millième, une 10 millième, de sorte que dans notre, si vous voulez, basse-cour des souris, nous avons des souris qui sont exactement identiques. Je voudrais vous lire ce que une encyclopédie dit à ce sujet. Dans son sens le plus général, le clonage consiste en biologie cellulaire à obtenir par multiplication mitotique d'une seule cellule souche une colonie de bactéries ou de cellules animales ou végétales. Je parlais tout à l'heure du principe de la mitose. En fait, dans la division biologique, on parle de la mitose et de la méiose. Mais ici, parlons simplement de la mitose, puisque nous ne sommes pas à un cours de biologie. Donc, on part d'une cellule par le procédé de la division dite la mitose, ou la division mitotique d'une seule cellule appelée souche,
on fabrique une colonie, c'est-à-dire beaucoup de cellules, animales, bactérielles ou végétales, et ces cellules ressemblent exactement à la première cellule. Et cela nous ouvre déjà l'intelligence sur ce qui se fait. Par exemple, on découvre que, bon, je vous donne les mauvais usages, déjà du clonage, on découvre que pour fabriquer telle bactérie, qu'est-ce que je dis? On découvre que telle bactérie a des manifestations nocives sur le corps des hommes. Et alors, par le clonage, on peut fabriquer beaucoup d'autres bactéries qui ont les mêmes propriétés. C'est ainsi qu'on peut, par extension, n'est-ce pas, fabriquer des bombes chimiques qui jouent exactement le même rôle et le même cause. Ça veut dire qu'on peut fabriquer par le clonage beaucoup de choses, bonnes ou mauvaises. On peut fabriquer donc des bactéries, on peut fabriquer des cellules animales, on peut aussi fabriquer des cellules végétales. Je ne sais pas si vous avez entendu parler comment on appelle ça? Oui, les organes génétiquement modifiés. C'est justement ça, c'est-à-dire qu'on prend un grain de riz, enfin je simplifie aussi la chose, et à partir de ce grain de riz, on fabrique des millions de grains de riz semblables qui ont les mêmes vitamines, les mêmes, etc., etc., etc. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Toutes les cellules d'une telle colonie possèdent le même patrimoine génétique et constituent un clone. Voilà. Alors, il y a une revue scientifique qui s'appelle Science, InfoScience. Fait quelques études pour poser cette question. Le clonage, pourquoi faire? Je vous ai déjà donné un peu certains usages. Le clonage animal n'aurait certainement pas été à ce point médiatisé si les intérêts de ces expériences n'étaient cantonnés au seul progrès de la science. Le clonage animal présente en fait de nombreux intérêts, à la fois écologiques et financiers. Voici un usage intéressant pour le clonage. Le clonage d'animaux en voie de disparition, en utilisant notamment des ovocytes de vaches, particulièrement efficaces, permettrait, et ça c'est au conditionnel, permettrait d'éviter l'extinction totale de certaines espèces. Les intérêts financiers sont multiples, en particulier dans ce nouveau domaine de recherche que les Américains appellent le farming, sorte d'hybride entre les recherches pharmaceutiques et agronomiques. Je vous ai parlé tout à l'heure des OGM. Nous avons, je ne sais pas si vous avez suivi les informations quand certains sont allés arracher à la ferme Monsanto, quelque part, qui s'occupe justement particulièrement de cela, parce que le clonage présente des intérêts économiques, mais aussi des intérêts scientifiques. Le farming, c'est la recherche qui n'est pas seulement pharmaceutique, mais aussi agronomique. Il s'agit là de fabriquer à la chaîne des clones d'animaux de ferme, des vaches, des brebis, des chèvres, génétiquement modifiés, transgéniques, pour produire des protéines ou des médicaments. C'est-à-dire que si on découvre que
cette espèce de vache produit du bon lait ou produit rapidement du lait, alors les chercheurs ont intérêt à fabriquer le plus grand nombre de ces vaches-là identiques pour avoir beaucoup de lait. Peut-être que c'est pour des raisons de protéines. En tout cas, l'argent est maintenant surtout derrière ces choses-là. Le clonage ou alors la fabrication des médicaments. Le clonage permettra également de créer en série des animaux de laboratoire, tous identiques, présentant donc par exemple la même anomalie génétique. C'est-à-dire, si on voudrait faire des expériences scientifiques en laboratoire avec des animaux, si on prend des animaux qui ont des comportements ou des configurations génétiques différents, alors les résultats ne seront pas très fiables. Parce que pour que les résultats soient fiables sur un grand échantillon, il faut, comme nous disait le prédicateur tout à l'heure, un conditionnement avec précision de l'être. Ça veut dire que ces animaux doivent répondre aux mêmes critères génétiques, etc. Alors si on a besoin de faire une série d'expériences, alors on fabrique des animaux au laboratoire qui peuvent présenter les mêmes anomalies génétiques. Comme ça, on peut tester ces animaux-là par le même type de médicaments pour arriver à des bons résultats, probablement. Ou encore, fournir des organes humains par les biais d'animaux transgéniques. Ça veut dire que ce que la science voudrait faire, et ça c'est parmi les bons usages, c'est que, par exemple, il y a quelqu'un qui a une déficience, je ne sais pas moi, au cœur. Au lieu de lui mettre des plastiques, c'est qu'on puisse fabriquer, au lieu d'un animal, mais un organe, un cœur. Et qu'on aille faire des prélèvements à ce cœur-là pour greffer sur le cœur d'un homme. Par exemple, on raconte une expérience qu'on a faite d'un enfant qui était très faible, américain, un enfant, et on l'a, comment on dit ça, transplanté, un organe génétiquement modifié, mais qui a été créé pour le but d'éliminer, parce que cet enfant présentait une déficience immunitaire. On a fabriqué donc un clone qui peut donner des éléments à cet enfant pour lui donner une résistance contre son immunité. Je vous disais que des recherches sont encore très récentes et il y a beaucoup de questions qu'on se pose encore s'il faut continuer ou non. Afin de garantir l'humanité contre les dérives possibles du clonage, rien de tel qu'un bon cadre juridique au niveau international. C'est pourquoi l'UNESCO a adopté le 11 novembre 1997 la Déclaration universelle sur les génomes humains et les droits de l'homme, qui stipule que le clonage humain est une offense à la dignité humaine. C'est-à-dire que le clonage sur les bêtes, le clonage sur les plantes, les gens essayent de faire des recherches pour les buts, comme je vous ai expliqué, scientifiques et autres, mais il y a des levées de boucliers contre le clonage humain. J'ai lu une histoire d'un médecin, c'est une histoire de science-fiction, d'un médecin qui, dans sa folie, avait imaginé
un homme qui avait dont sa femme avait une clone, c'est-à-dire une femme exactement semblable à sa femme, parce que le clone est identique. Je vous expliquerai tout à l'heure la différence entre le clonage et le jumeau. Alors, cet homme est tombé amoureux de la clone de sa femme. Et bien sûr, cela a résulté par le suicide de sa femme. Parce que quoique qu'ils soient génétiquement identiques, mais spirituellement, émotionnellement, etc., ils sont différents. Vous conviendrez avec moi que les jumeaux grandissent dans le même cytoplasme. Je vous explique ce que c'est que le cytoplasme. Quand les enfants sont dans l'utérus de leur mère, ils sont baignés dans un liquide et dans un environnement. Ce liquide et cet environnement, ça s'appelle le cytoplasme en biologie. Donc les deux jumeaux baignent. Je suis en train là d'essayer de simplifier un peu les choses pour que vous arriviez à suivre un peu. Les deux jumeaux qui ont baigné dans le même cytoplasme, dans l'utérus de leur mère, quand ils grandissent, même si physiquement ils sont semblables, mais chacun a son caractère. Et c'est là qu'on voit la puissance de Dieu. Nous verrons tout à l'heure que Dieu ne crée jamais un homme qui soit exactement le même. Dieu ne fait pas de photocopie. En fait, le clonage, si vous voulez bien, c'est une photocopie. C'est une photocopie de l'être. Ce qu'on craint avec le clonage, par exemple, parce que dans le clonage, c'est qu'on prélève la cellule, on lui injecte ce qu'on veut qu'il soit. C'est qu'un jour, on peut créer des Hitler. Et voilà. Cet effort de recherche morale et les questions que celle-ci fait naître sont fondées sur le respect des droits de l'homme, auxquels s'ajoutent à présent ceux de l'espèce humaine. Comme je vous ai dit, le droit de l'homme pour la manipulation arbitraire des organes qui concernent l'homme, mais aussi des espèces humaines. C'est-à-dire qu'avec le clonage, l'homme peut se permettre de fabriquer des espèces humaines selon son goût et ainsi violer la loi de la création de l'espèce humaine par Dieu. Le clonage d'êtres humains est interdit en Europe. En mars 1997, le Parlement européen a demandé aux États membres de l'Union européenne d'interdire les recherches sur le clonage humain. Aux États-Unis actuellement, aucune loi ne bannit cette pratique. En 1993, à Washington, des chercheurs ont tenté de cloner des embryons humains. Si l'expérience ne souleva pas autant de remous que la naissance de Dolly, Dolly c'est une petite agneau qui avait été le produit du clonage, c'est que l'équipe américaine s'était contentée de ligaturer des embryons fécondés, etc. Ce qui, pour beaucoup, font de l'interdiction du clonage humain du point de vue éthique, c'est qu'il apparaît comme une transgression de l'ordre naturel, substituant à la sexualité des pratiques artificielles. C'est ce qu'ont pu
reprochées aux techniques d'assistance médicale à la procréation, comme la fécondation in vitro. En fait, mon sujet parle du clonage. Je vous ai expliqué un peu brièvement ce que c'est que le clonage. Il y a beaucoup de difficultés jusqu'à présent à réaliser ce clonage. Je voudrais vous dire qu'il y a eu beaucoup d'échecs. Ils n'arrivent pas encore à aller très loin dans le clonage des mammifères. Mais avec l'avance, ils vont y arriver un jour. Ça, c'est certain. On m'a demandé de vous parler aussi de la fécondation in vitro. Donc, je reprends encore rapidement le clonage. On prélève une cellule de la personne dont on veut faire la photocopie. Donc, si vous avez oublié tout, rappelez-vous que le clonage est une photocopie. Et on l'introduit dans une mère porteuse et puis la mère continue. Donc, vous réaliserez que dans le clonage, il n'y a pas l'intervention des organes sexuels de la fécondation. On ne parle pas des spermes. Et donc, c'est une cellule, n'importe laquelle. On peut prendre la cellule de la peau, on peut prendre la cellule d'un cheveu, on peut prendre n'importe quoi. Et là, on est déjà à côté de l'ordre établi par Dieu. Dans la fécondation in vitro, par contre, là, interviennent les organes sexuels. En fait, qu'est-ce que ça veut dire in vitro? En sciences physiques et biologiques, lorsque une expérience est faite sur le site même de l'expérience, on dit que l'expérience est faite in vivo. Mais lorsque l'expérience est faite dans un laboratoire, on dit que c'est fait in vitro. Donc, in vitro veut tout simplement dire fabriquer dans un laboratoire. Il peut être laboratoire médical, laboratoire scientifique, etc. Donc, si il y a des rapports sexuels normaux entre l'homme et la femme, et que ces rapports aboutissent à la fécondation, nous pouvons dire que c'est la fécondation in vivo. Et c'est ce que Dieu a voulu, avait institutionnalisé, nous allons le voir tout à l'heure. Mais la fécondation in vitro, c'est par exemple, on constate qu'il y a une carence chez l'un ou l'autre. Par exemple, on constate que les spermatozoïdes de l'homme ne portent pas de vie. Donc cet homme n'aura jamais d'enfant. Ou alors les spermatozoïdes de l'homme n'ont pas suffisamment de force pour percer l'ovule. En fait, si vous avez déjà vu le dessin d'un spermatozoïde, c'est une cellule qui a une tête et une longue queue. Lors de l'éjaculation, il y a des millions de spermatozoïdes qui sont dans le liquide, qui sont contenus dans le liquide germatique. Je ne sais pas comment on appelle, spermatique. Spermatique. Et ces spermatozoïdes, aussitôt sortis de l'homme, dans le milieu, dans le corps, si vous voulez, génital de la femme, se mettent à faire une course à une très grande vitesse. J'ai oublié la vitesse avec le temps. La vitesse pour chacun atteindre au moins une ovule. C'est comme si l'ovule était le but que les spermatozoïdes devaient atteindre.
Alors c'est des millions, de sorte que c'est la première spermatozoïde, ou le premier spermatozoïde qui perce la membrane de l'ovule qui va féconder cet ovule. Tous les autres spermatozoïdes restent tout autour, ils ne peuvent plus. C'est comme si le premier qui entre et dit, c'est ma propriété, je suis là, et il ferme toutes les portes. Il semblerait que lorsque le premier spermatozoïde perce la membrane et entre dans l'ovule, la membrane de l'ovule se durcit contre toute autre entrée de spermatozoïdes. Alors, je ne voudrais pas vous expliquer les phénomènes de jumeaux, mais en tout cas, quand deux ont la même vitesse et dribblent et arrivent au même moment, alors ils entrent, vous avez des jumeaux, etc. Et c'est sur ces choses que les hommes ont essayé de jouer pour former aussi des triplets, des quadruplets. Donc ça, c'est la fécondation in vivo. De sorte que l'ovule fécondé, on dit l'ovule fécondé, hein, quand la spermatozoïde entre là-dedans, commence maintenant le processus de la mitose, de la méiose, forme l'embryon, se développe un enfant, etc., etc. Vous verrez que les scientifiques parlent, les biologistes et les médecins, il y a une différence entre un embryon et un enfant. Parce que l'embryon, il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas formées. C'est juste le projet de l'enfant. Tandis que l'enfant a déjà le projet est en cours de réalisation. Vous avez, etc. Là, nous entrons dans l'information génétique avec les ADN, comment les ADN donnent des informations précises pour la fabrication des cheveux, la fabrication de la couleur, etc. C'est pourquoi pour deux personnes de race noire, ils peuvent avoir des enfants aux cheveux qui poussent vite et d'autres qui ne poussent pas beaucoup, d'autres sont teints très clairs, d'autres sont très sombres. C'est pourquoi les blancs, une même famille, il y a des roux, il y a des gens aux cheveux, aux yeux bruns, aux yeux bleus, etc., etc. Tout ça, ce sont les informations que l'ADN qui se trouve dans la cellule de l'embryon donne pour qu'il y ait formation de ces choses. Ça, c'est la formation in vivo. Maintenant, in vitro, je disais, pour un problème organique de l'homme ou de la femme, vous verrez par exemple qu'il y a des femmes dont leur liquide, si je dois dire ainsi, ne peuvent pas aider au développement de l'œuf fécondé. Au contraire, ça tue l'œuf fécondé. C'est pour ça que pour certaines fécondations in vitro, on prélève l'ovule de la femme, on va mettre dans le ventre de quelqu'un d'autre, qui est la mère porteuse. Parce que la femme proprement dite ne peut pas garder l'œuf et produire l'enfant parce que son liquide peut tuer cet œuf, etc. Il y a d'autres raisons encore. Là, j'essaie de vous simplifier un peu les choses. Donc, la fécondation in vitro consiste à prélever les organes responsables de la fécondation chez l'homme et chez la femme. C'est des procédés assez douloureux. On prend un spermatozoïde ou des spermatozoïdes chez l'homme, on prend une ovule ou des ovules chez la femme, et maintenant, on les met dans une éprouvette, dans un laboratoire. Et on facilite le contact entre ces spermatozoïdes et ces ovules dans un milieu qui presque répond au milieu naturel dans le corps de la femme, mais dans une éprouvette. Et il y a donc fécondation in vitro. Et on laisse cette cellule fécondée quelques jours. Dès que l'on réalise que
sa vie n'est plus en danger, alors on va la mettre dans le ventre de la femme. OK? Et comme je disais, si la femme n'est pas en mesure de porter la cellule fécondée, on mettra ça dans le ventre d'une autre femme. Le jour que cette femme accouche, la propriétaire de son œuf vient récupérer l'enfant. Et c'est là que ça pose des problèmes éthiques. Maintenant, est-ce que, du point de vue moral, spirituel et du point de vue éthique, où est le problème dans ce genre de fécondation? À mon avis, lorsque l'homme et la femme, non, lorsque la femme a des capacités de porter son œuf fécondé et d'amener cet œuf jusqu'à la naissance de l'enfant, il n'y a aucun problème. Parce que c'est le sperme de son mari et c'est son ovule et l'enfant a grandi dans le ventre de la maman. L'enfant va sortir, c'est son père et sa mère. OK? Tout ce que la médecine a fait, c'est aider cette femme, cette famille, les faciliter à avoir un enfant. C'est comme quand vous avez mal à la tête, au lieu de rester avec des douleurs toute la journée, on vous donne un comprimé, vous buvez, ça vous aide à vous calmer. La médecine nous aide à solutionner certaines difficultés que nous avons dans la vie. Mais là où le problème se pose, c'est le problème où nous prenons l'œuf fécondé, on l'injecte chez une autre femme qui s'appelle mère porteuse, et cette femme accouche cet enfant qui n'est pas son enfant. Alors là, nous sommes dans des pratiques contre nature. Parce que Dieu a prévu que chaque femme porte son enfant dans son sein. Dieu a prévu que chaque femme, à l'accouchement, souffre des douleurs de l'accouchement de son enfant. Alors, cet enfant qui a été accouché par une autre femme, qui a supporté cet enfant pendant 9 mois, qui à l'accouchement a souffert pour mettre au monde cet enfant, c'est réellement la mère de cet enfant. L'autre lui a simplement donné de la matière pour l'enfant. La question qui se pose, à qui appartient? Ça n'a rien à voir. Donc, à qui appartient l'enfant? Est-ce que c'est à la mère porteuse ou à la mère donneuse? Alors, c'est là le problème éthique que nous avons en ce moment-là. Et nous pensons qu'au vu de la parole de Dieu, il est vraiment un problème et nous ne pouvons pas conseiller quelqu'un qui croit en Dieu, qui croit en la Bible comme la parole de Dieu, comme le pasteur Robert l'a bien défini, d'accepter une pratique, même scientifiquement, sans problème, mais qui nous cause un problème moral et éthique, et même spirituel. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de fort, parce que quand cet œuf grandit dans le ventre de cette femme porteuse, l'œuf, si je me permets le terme, a plus ou moins un mélange de sang. Il y a le sang provenant de l'ovule de la femme donneuse,
mais aussi le sang de la mère porteuse. Parce que cet enfant est nourri par la mère porteuse. C'est vraiment un désordre de la nature. OK? Bon, on continue. Je dois être très bref parce que comme je vous ai dit, c'est un sujet assez délicat. Et nous avons eu suffisamment dans la première série de la matière pour nous amener à rechercher, à comprendre la science. Et je vous donne justement ces éléments pour que chacun de nous, au lieu de diaboliser toutes ces choses, mais de les étudier à fond. Nous voulons revenir au problème éthique et moral et spirituel du clonage et de la fécondation in vitro. Tout le monde a compris ce que c'est que la fécondation in vitro. Et tout le monde a compris plus ou moins ce que c'est que le clonage. Hein? Alors, pour que nous puissions avoir une analyse correcte, nous retournons maintenant au plan créateur de Dieu. Et là, nous allons dans la Bible. Nous avons vu que le clonage est une image. Et nous allons voir comment l'homme essaie de copier ce que Dieu fait, mais il le copie mal. Nous parlerons un peu du clonage image. En fait, le clone, c'est l'image du premier. N'est-ce pas? Alors, dans Genèse chapitre 1, verset 26, puis Dieu dit, à la création de l'homme donc, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, etc., etc. Donc, nous voulons comprendre que quand Dieu a créé l'homme, il a voulu vraiment que cet homme soit son image. Donc, le clonage n'est pas une idée qui est venue par la science. C'est dans la première projection de Dieu lui-même. Le pasteur Robert disait, les scientifiques ont découvert très très tard, 6000 ans plus tard, les choses que Dieu avait déjà annoncées dans la Bible. Donc, toi et moi, si je dois ainsi me permettre, nous sommes les clones de Dieu. Mais lorsque nous regardons la réalité, c'est que chacun de nous pourtant est différent de l'autre. Donc, quelle est l'idée du clonage de Dieu? L'idée du clonage de Dieu, c'est de faire un être qui est la projection et la représentation de Dieu, qui est l'image de Dieu, mais qui en même temps est un être particulier, qui n'est pas la photocopie. Donc, la création de l'homme par Dieu, bien que l'homme ait l'image de Dieu, l'homme n'est pas la photocopie de Dieu. Et si Dieu voulait que l'homme soit la photocopie, sa photocopie, il en aurait produit. Amen. Au chapitre 2. La création de la femme. Verset 21 de Genèse. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Amen. Nous avons vu que le clonage consiste à un prélèvement d'une cellule de la personne qu'on voudrait cloner et d'injecter cette cellule dans
matrice de la femme, etc. Et de mettre dans la matrice, dans l'ovocyte, et que ça produit et ça développe, ça produit une personne tout à fait identique. Encore une fois, cette théorie-là a été pratiquée par Dieu dans son laboratoire. Donc, il a pris un côte, il n'a pas pris une cellule, il a pris carrément le côte. Donc, Dieu va au-delà. Les scientifiques ne sont pas encore arrivés là-bas. N'est-ce pas? Il fait une chirurgie parce que dans le clonage, c'est vraiment l'anesthésie totale. Quand on doit faire le prélèvement, tu ne regardes pas qu'on est en train de te picoter. Tu dors. C'est ce que Dieu a fait. L'homme s'endormit, c'est-à-dire il y a là une anesthésie générale. Alors, et il y a une chirurgie. Dieu prit une de ses côtes. Donc Dieu ouvrit avec ses bistouris, préleva carrément une côte, plusieurs cellules, et de cette cellule, et referma la chair à sa place. Comme il est Dieu, il guérit immédiatement cet endroit-là. L'Éternel Dieu, verset 22, forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Maintenant, voyez la différence avec ce que Dieu fait et ce que l'homme essaie de faire. La femme qui est la clone de l'homme. Parce que l'homme se réveille et dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Mais elle est différente. Elle est différente. Toujours le même principe de la particularité de Dieu dans la création de l'homme. C'est pour cette raison, l'UNESCO, l'Union européenne et tous les organismes de ce monde parlent de la violation, n'est-ce pas, de l'homme, de l'humanité par le clonage des êtres humains. Parce que tout le monde sait que Dieu, quand Dieu a créé l'homme, il a créé différent. Bien qu'il avait pratiqué le premier clonage, la femme est venue avec des seins, avec des cheveux très longs, avec une peau lisse, avec un visage beau, plus beau que le visage de beaucoup d'hommes. Ça n'a rien à voir. Parce que si tes filles devaient te ressembler, il n'aurait pas de candidat. Alors, bénis le Seigneur pour ta femme. Donc, nous voyons là qu'il y a un bricolage de la science qui copie mal le travail de Dieu, mais qui va au-delà, c'est-à-dire qui détruit le programme et le principe de Dieu. Dieu, le prédicateur de tout à l'heure, le pasteur Yalé, nous a parlé des lois de Dieu. Dieu a fait que ce monde soit érigé par des lois précises, claires. La loi de l'individualité d'une personne sont des lois de Dieu. Et c'est pour cette raison chaque personne est différente de l'autre. Un homme qui met au monde 2 enfants, les 2 enfants, même jumeaux, sont différents. Et c'est pour cette raison que nos enfants peuvent nous ressembler, mais pas en tout. Ils ont leur particularité parce que Dieu veut que chacun de nous soit un être particulier.
Dans l'Évangile selon Jean, je continue à développer d'abord l'image, et puis nous allons parler rapidement de le problème éthique de la fécondation in vitro. Jean chapitre 14. Vous allez voir que Jésus a dit des choses formidables et que nous avons lieu de comprendre. Jean 14. Au verset 9. Jésus, il répond ici à Philippe. Il lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-moi, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Etc., etc. Voilà une déclaration étonnante de la part du Seigneur. Il dit à ses disciples que ce que vous voyez là, c'est le clone du Père. Mais qu'est-ce que les gens ne comprennent pas, ne comprenaient pas? Les gens ne comprenaient pas que le clonage de Dieu n'est pas une identification physique, spirituelle, etc., etc. Quand Jésus dit « Celui qui m'a vu a vu le Père », il voulait dire qu'il était l'image du Père. Mais comme les gens ont une idée que l'image doit être comme le Père, alors ils avaient des problèmes à comprendre. Et pourtant, nous avons des gens qui ont des enfants qui ne leur ressemblent pas du tout. À moins qu'on aille faire des recherches génétiques. Les apôtres, et Philippe en particulier, recherchaient de trouver en Jésus quelqu'un qui est physiquement comme Dieu. Jésus n'était pas physiquement comme Dieu. Et pourtant, il était l'image de Dieu. C'est comme nous ici, nous ne sommes pas physiquement comme Dieu. Et nous ne parlons même pas le langage de Dieu. Et pourtant, nous sommes l'image de Dieu. Et c'est là que nous devons comprendre que si les autres